J'ai souffert. J'ai beaucoup trop souffert. Si on m'avait dit que je tomberais sur une personne comme ça, je serais partie en courant. Un jour, je lui ai dit, t'as des audios, tu m'as mis sur écoute. Ah, tu lui as dit? Je lui ai dit. Et il m'a dit, bah ouais, je t'ai mis sur écoute parce que j'avais clairement des doutes sur toi, j'avais pas confiance en toi, je doutais de toi. Je pense qu'il m'a trompée rapidement avec 2 femmes. Et après, il avait une relation qu'il a entretenue avec 2 autres femmes. J'avais l'impression qu'en fait, il voulait me pousser à bout pour que je le quitte. Ah, C'est mon ressenti. Je peux pas te dire, je disais, mais tu me retrompes. Il me disait, non, t'es tarée, t'es folle, je te trompe pas. Mais j'avais le doute. J'avais le doute sur une personne. Et après, une fois qu'on s'est séparés, j'ai su un mois plus tard que mes doutes étaient vrais sur la personne sur laquelle je doutais. Et après, j'ai su pour les 2 autres femmes. Avec la première avocate, on a fait des recherches. Même si le mariage est sur les papiers en Angleterre, en fait, aux yeux de l'Angleterre, j'aurais pu faire un divorce pour faute avec notre mariage anglais. Et là, elle me dit et donc, je te dois quelque chose ? Et puis si c'était vrai, je crois que je te dois rien. Et puis d'ailleurs, le Mabel, tu m'appelles pas Mabel, on n'est pas potes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a ? J'ai pas compris l'agressivité comme ça, je lui avais rien fait de mal. Et j'étais outrée, quoi. Je me suis dit, ça c'est une fille qui a quelque chose à se reprocher. Tout le monde sait depuis 1 heure, moi je l'apprends de gens en fait. Mais le respect en fait il n'y est pas là. Moi j'aurais voulu que ce soit un peu plus respectueux. t'as envoyé un message? Ouais, mais j'ai pas été sympa. T'as dit quoi? Je l'ai insulté. Cet été, j'ai la police qui m'appelle, qui me parle d'une plainte. Et je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est la plainte ? Donc c'est incitation à la haine, harcèlement moral et injure. En fait, je vais pas me taire. J'ai pas envie d'être celle qui suit la victime. Parce qu'en plus, je me fais trahir. Et en plus, j'apprends ça de manière agressive. Ouais, j'ai le droit de parler en fait. Alicia, tu as participé à la 6e saison de Mariée au premier regard, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis très heureux de t'accueillir en interview en toute intimité. On va pouvoir revenir sur ton histoire de vie, on va pouvoir revenir sur ton aventure, sur l'accident de voiture également qui a bousculé ta vie. Bienvenue. Merci beaucoup, Sam. T'as confié sur Instagram, Alicia, si je devais vous confier quelque chose aujourd'hui, c'est que je n'aime pas Noël, je n'arrive pas à faire l'hypocrite et souhaiter de bonnes fêtes en souriant. C'est dans la nuit du 24 au 25 décembre que la vie de ma famille, ma vie, a bousculé. Difficile de faire la fête sur une période de deuil, surtout sur une date où tu as perdu ta moitié. Noël, chaque année, depuis plusieurs années, c'est une période difficile pour toi. Oui, en fait, je fête pas Noël parce que c'est là où ma vie a basculé avec ma famille. C'est le jour où j'ai eu un accident de voiture, le jour où j'ai perdu ma sœur et là où, clairement, moi, je me suis battue pour vivre. Tu fêtais Noël avant? Avant, je fêtais Noël, oui. Je fêtais Noël en famille et j'aimais Noël. Et l'accident, il a eu lieu dans la nuit du 23 au 24? Du 24 au 25. Du 24 au 25, Ouais. donc c'était le soir du réveillon de Noël. Exactement. On rentrait le soir du réveillon de Noël et là, on a eu l'accident de voiture. Tu te souviens ce que vous faisiez avant de prendre la voiture? Oui, en fait, on était chez mes cousins et on avait fêté le réveillon, on avait bien mangé et il était près de 2 h du matin, on est monté en voiture et sur le chemin du retour, c'est là qu'on a fait une chute de 8 mètres dans un ravin où il y avait de l'eau et des rochers. Je crois que c'est la fatigue, c'est ça, Oui, qui a causé l'accident en partie? ouais, la fatigue, ouais. Toi, tu étais passagère, Ouais, j'étais à l'arrière de la voiture, à l'arrière. Ta sœur, elle était conductrice? à l'arrière. Elle était à l'arrière avec toi également? Tu as eu le temps de voir les choses venir, de réaliser ce qui se passait ou pas du tout? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai entendu ma sœur crier. Elle a vu, mais c'était déjà trop tard. Là, je me suis sentie bousculée. J'ai senti que tout vibrait autour de moi. J'ai dû fermer les yeux de réflexe. Tellement je me suis crispée, je me suis mordu la langue. J'en ai une cicatrice encore sur la langue. Et donc, on a fait une chute dans un ravin. Donc, premier choc, la tête de la voiture. Deuxième choc, les fesses de la voiture. Donc, du coup, ça a été 2 chocs. Et là, je me souviens, parce que j'ai pas perdu connaissance, je me souviens, j'entendais de l'eau. Donc, je me disais, il y a de l'eau.
j'entendais que ça paraissait, enfin j'avais l'impression on avait vraiment fait une chute parce que j'entendais là-haut, plus haut, on nous demandait si tout allait bien. Et moi, je ressentais aucune douleur. J'arrivais pas à bouger, j'étais comme paralysée, mais j'arrivais pas à parler. J'avais juste mes oreilles où j'entendais et mes yeux pour voir, mais j'arrivais pas à parler. Tu sais qui a appelé les pompiers? Est-ce que ce sont des gens qui ont vu l'accident, que peut-être t'entendais d'en haut? Je sais pas, peut-être. Ça, je sais pas. Je sais pas qui a appelé. Tu sais en combien de temps les secours sont arrivés? On Je t'a crois qu'ils expliqué? sont arrivés en 10 minutes parce que la caserne était juste à côté. Heureusement pour moi, mais pour ma soeur, c'était déjà trop tard. C'est-à-dire ta sœur, elle a succombé sur le coup Sur le à coup, cet ouais. accident? Ouais. Je pense qu'en fait, moi, vu comment j'ai eu des soucis, moi, en fait, la ceinture, elle était, je l'avais mise ici. Donc moi, elle m'a cassé les côtes et tous les organes sur en fait, la ligne de ceinture, tout là. Et ma soeur, c'était de l'autre côté. Donc je pense qu'en fait, elle a fait un arrêt parce que son cœur a été écrasé. Je pense. Ça paraît plus logique. T'as expliqué, on m'a perfusé dans la voiture, je ne savais pas pourquoi, et là, au moment où on m'a perfusé, je me souvenais plus de rien, parce que je me réveille un 2 ou 3 janvier. C'est ça, Donc ouais. plus d'une semaine après. Ça veut dire que tu as été dans le coma pendant plus d'une semaine, où on t'a maintenu dans le coma par rapport à la douleur et par rapport aux blessures. Par rapport aux blessures, on a dû me plonger dans le coma parce que mon risque vital était engagé. Et donc, je pense justement que, heureusement que les pompiers et la caserne étaient à 10 minutes, parce que sinon c'était trop tard pour moi aussi. Et le fait qu'ils aient été rapides, ça m'a sauvé la vie, sauf que du coup, ils m'ont ramenée en réanimation. Et là, quand je suis arrivée en réanimation, ils m'ont pas encore endormie, ils m'ont fait des batteries de scanner, sauf qu'il y avait plein de sang dans mon abdomen. Et là, j'ai fait un choc septique avec j'ai fait une péritonite en fait, avec un choc septique. J'ai monté haut en température, mon corps s'est défendu. J'ai fait une chute énorme de tension, très très basse. Je crois que je suis descendue à 5 ou 4. C'est là qu'ils m'ont plongée dans le coma, parce que j'étais en train de mourir. Avant qu'on te plonge dans le coma, tu as des souvenirs, tu as conscience de ce qui se passe, tu as réalisé que tu as eu un accident, tu as réalisé que tu as perdu ta sœur? Non, je n'ai pas réalisé pour ma sœur. Moi, j'ai cru que j'avais rien. Et quand ils m'ont shootée, je ressentais que j'avais mal au dos un petit peu. Et je cessais de dire que j'avais mal au ventre comme si j'avais mes règles, mais que j'étais pas censée les avoir. C'est tout ce que je me souviens. Je pensais que je m'étais juste mordu la langue. Pour moi, je crachais du sang parce que je m'étais sélectionné un bout de langue. Et c'est tout. Et on m'a plongée dans le coma et je me suis réveillée. Et c'est là que je commençais à comprendre ce qui s'était passé. Pour moi, c'était un rêve, un cauchemar. Je pensais que j'allais me réveiller. Et tu penses aux autres personnes qui étaient dans la voiture, tu as ces capacités-là, alors que tu es en état de choc toi-même ou pas encore? Non, j'ai pas réussi à penser autour de moi. J'ai vu ma sœur, je pensais qu'elle était évanouie et j'ai même pas pu penser à moi en fait. J'arrivais pas à penser. Tout ce que je me disais, c'est pourquoi on coupe mon manteau, pourquoi on me perfuse. Et là, on me perfuse. Je me souviens, toute ma famille a été extraite de la voiture sauf moi. Et moi, on me perfuse et là, trou noir, jusqu'à ce que je me réveille. Et quand tu te réveilles, le 2 ou 3 janvier, donc ça fait plus d'une semaine que tu es plongé dans un coma artificiel par rapport aux nombreuses hémorragies et blessures que tu as, est-ce que au moment où tu te réveilles, tu réalises? Non. Tu penses que tu es où? Tu crois qu'il se passe quoi? Je comprends rien. Je suis sédatée en fait, je suis sous morphine et je comprends pas ce qui se passe. Je pose pas de questions parce que je suis fatiguée. J'attends, en fait, il commence à me désédater pendant plusieurs jours. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience, je me rappelle, le 4 janvier. Le 4 janvier, j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à dire, mais mon téléphone, il est où? On me disait qu'il était cassé, mais c'était pas vrai. C'était pour pas que j'aille sur les réseaux ou que je découvre tout ce qui se passe, parce que j'étais pas au courant pour ma sœur. Et je ne devais pas le savoir parce qu'ils ne voulaient pas que je réengage mon risque vital inconsciemment. Oui. Donc, ils ne voulaient pas que je le sache. Et pareil, mes parents ne savaient pas mon état réel. Ils pensaient que j'avais juste des fractures au dos. Mais ils ne savaient pas que j'étais dans le coma parce que même pour eux, d'avoir perdu déjà un enfant, il fallait les motiver à se dire que la deuxième était là. Mais ils ne savaient pas. Mon pronostic vital, ils ne savaient pas du tout si j'allais m'en sortir. Et plus il me décédatait, plus je commençais à poser des questions.
Et un jour, j'ai dit, je veux appeler ma mère parce que je comprends pas, mes parents, là, ils sont où? Ils sont à l'hôpital, ouais, j'ai pas de téléphone, laissez-moi les appeler parce que j'ai pas de visite, quoi. Donc de là, on me dit, oui, tu peux les appeler si tu connais le numéro par cœur. Je comprends pas. Donc moi, j'ai toujours su le numéro par cœur de ma mère. Je me dis, c'est pas parce que je suis sédatée que je vais pas le savoir. Donc je dis, je peux essayer. Et là, c'est le téléphone personnel de l'infirmière. Elle me donne son téléphone personnel à côté de moi, mais je crois qu'elle n'avait pas compris que j'allais vraiment le faire. Donc de là, je tape le numéro de ma mère, je m'en souviens, là, ça sonne. Donc elle est à côté de moi et j'ai ma mère au téléphone. Et je lui demande si tout va bien. Donc elle m'explique un petit peu. Et de là, je lui dis, mais ma sœur, je comprends pas. Un coup, on me dit elle a ci, un coup, on me dit elle a ça, qu'est-ce qu'elle a? Et là, elle me demande s'il y a une infirmière à côté de moi. Et je peux même pas te dire ce que ma mère a dit, parce qu'elle s'est mise à pleurer en me le disant. Donc je peux même pas te répéter la phrase. J'ai compris que là, ma sœur, elle était décédée. Et l'infirmière était à côté de moi. Et à la base, c'était pas prévu que je le sache tout de suite. Ils avaient prévu une annonce le lendemain ou le soir. Enfin, c'était pas prévu comme ça à la base. Comment tu réagis? Là, c'est le moment qui s'écroule. Donc déjà, ils me mettent des perfusions. Ils commencent à introduire l'antidépresseur en perfusion à partir de là. Parce que là, clairement, c'est mon monde qui s'écroule. Je me dis, alors en plus de ce que je comprends, j'ai un accident de voiture. J'ai 6 tuyaux plantés dans le ventre, là, actuellement. Un sapin de Noël de perfusion. Je suis scopée de partout, quoi. Je suis reliée à des machines. Et en plus de ça, ma sœur est décédée. Là, pour moi, c'était compliqué. J'ai vu noir. Je ne savais plus ce que j'allais devenir. Je me suis vue perdre tout espoir de vie. Vraiment. C'est toi qui le dis, hein, elle était comme ta jumelle. Vous n'étiez pas jumelle, mais elle l'était tout comme. Vous étiez extrêmement fusionnelle. Ouais, on avait même pas 2 ans, presque 2 ans d'écart. Et elle, c'était la brune, moi j'étais la blonde. Moi un peu plus festive, elle un peu plus sérieuse. Mais on avait les mêmes goûts, que ce soit alimentaire, que ce soit musicaux, que ce soit les goûts cinéma, séries, tout pareil. On avait plein d'amis en commun, les mêmes amis. Et plus on grandissait, plus on se confiait. Parce que c'était souvent chien et chat quand on était jeune. C'était tellement trop fusionnel qu'on s'engueulait même beaucoup quand on était ado. Il y avait de la jalousie, non mais c'est ma copine, ceci, cela. Et plus on avait, voilà, vers 18-20 ans, on commençait vraiment à se confier et on était vraiment... On devenait inséparables. Elle a fini par déménager, à prendre son indépendance et c'est là qu'on s'est encore plus rapprochés. On s'appelait tous les jours et je me suis sentie arrachée à ma sœur parce que c'était justement les meilleurs moments de notre vie en tant que sœur. Tu t'es refait le film. Est-ce qu'on passe une période quand on vit un moment comme ça? Et je pense que tant qu'on ne le vit pas, c'est très difficile de se mettre à ta place, à la place de ta famille. Est-ce que tu as eu de la colère? Est-ce que tu t'es refait le film? Est-ce que tu t'es dit, mais on n'aurait pas dû faire ce repas, on n'aurait pas dû partir, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça, et si j'avais fait ça, et peut-être que si j'avais dit ça. Il y a toutes ces choses qui passent par la tête. Complètement. Mais on pourrait refaire un monde avec des si, et j'en ai eu plein des si. Je me dis, mais pourquoi tu t'es dit qu'elle était évanouie? Je me suis dit, j'avais mes bras, enfin j'avais une fracture, mais j'aurais pu me dire, merde, elle est pas évanouie, et la prendre et essayer de faire un massage en attendant que les pompiers arrivent. J'ai pensé à plein de trucs, ne pas prendre la voiture, ou conduire moi parce que j'étais la moins fatiguée parce que la plus jeune. Enfin, toutes ces choses, je me suis vraiment posé beaucoup de questions, mais on peut rien changer. T'as la sensation d'être une survivante? Ouais. Tu l'as eu cette sensation? Complètement, parce que les médecins m'ont expliqué que c'était compliqué de me sauver. C'est très rare. C'est-à-dire que tu aurais pu y passer? Oui, ils ont clairement utilisé le mot miracle sur moi. Et pour plusieurs mêmes choses, d'autres choses derrière, ils ont utilisé ce mot. J'avais la jambe paralysée, je ne devais pas la récupérer. Je l'ai récupérée par miracle. J'avais des poches digestives. Il y en avait une, on ne savait pas du tout si ça allait être possible de l'enlever. Donc on ne savait pas si j'allais vivre avec. Finalement, on a pris le risque, ça a marché. Ça a été dur, mais ça a marché. T'as le souvenir, t'as déjà eu l'impression d'avoir touché de près la mort, toi? Ou c'est parce qu'on te l'a raconté? Quand j'étais dans le coma, j'avais l'impression que je pouvais passer de l'autre côté. Ouais. J'étais dans un endroit paisible et des fois, je revenais un peu à la réalité parce que dans mon coma artificiel, j'entendais
quand on venait me voir. Donc c'est vrai, cette légende qui Ah se oui, dit que dans le coma, on entend tout ce que les proches, tout ce que les médecins disent. je sais pas si dans le coma naturel c'est possible, mais moi, en tout cas dans mon coma artificiel, je sais que l'infirmier était un garçon parce qu'il me parlait, c'était une voix d'homme. Les aides-soignantes, quand elles me faisaient la toilette, elles me disaient qu'elles allaient me faire la toilette. Et même l'odeur du parfum qu'elles me mettaient, je m'en souviens. Mais t'essayais de répondre? Est-ce que tu as le Oui, souvenir d'essayer de t'exprimer, de bouger, une seule de fois. converser? Une seule fois, j'ai essayé, ouais. J'avais la visite de ma tante et ma grand-mère. Elles allaient partir. Et elles m'ont dit qu'elles partaient. Et moi, je me vois faire ça. Je me vois faire ça. Et un jour, j'ai parlé à ma tante et je lui ai dit, écoute, je me souviens qu'un jour, tu es venue avec mamie, tu es venue me voir. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, écoute, moi, je sais qu'un jour, tu es venue avec elle et je vous ai dit au revoir comme ça quand vous partez. Et elle m'a dit, j'en étais sûre. Et elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a dit, parce que j'étais intubée, elle m'a dit, tu as bougé ta bouche, comme ça, et tu as bougé ton index qui était sur le Incroyable. lit. Et moi, je me vois faire ça. Hein. Et j'ai dit, mais, c'est génial parce que C'est frustrant. Est-ce que tu ressentais de la frustration d'être dans le coma, d'entendre et de ne pas pouvoir parler ou non? non, j'étais bien. T'étais bien? Ah ouais, je comprenais. En fait, on ne réfléchit pas. Et il ressemble à quoi ce moment d'être entre la vie, entre la mort? Tu l'as dit toi-même là il y a quelques instants, j'étais à la limite parfois, je sentais que je pouvais passer de l'autre côté, donc du côté de la mort. Ça fait quoi? Parce que c'est une expérience que l'être humain normalement ne connaît pas. Ouais, c'est vrai. En fait, plus j'écoutais ce qui se passait dans ma chambre, mais je ne savais pas que j'étais à l'hôpital, hein, mais plus j'écoutais les voix des personnes qui étaient là, plus je restais captive en fait sur ce qu'il y avait autour de moi sans le savoir. Parce que si j'écoutais pas, j'avais l'impression que je pouvais dormir. Et c'est ça, c'est dormir qui fait que j'avais l'impression que je pouvais passer de l'autre côté et mourir en fait. C'est cette sensation de si je me laisse tranquille et que je dors, je sens que je peux partir. C'est ça, en fait. C'est combien d'années après que tu décides de participer à Mariée au premier regard? 7 ans plus tard. 7 ans plus tard. Mm. Pendant ces 7 ans, il s'est passé quoi dans ta tête, dans ton évolution en tant que femme? Pendant 7 ans, j'ai voulu m'accomplir sur tout ce que je voulais faire avant l'accident. C'est-à-dire, je voulais être infirmière. J'ai décidé de continuer mes études. Il me restait 6 mois, malgré que les chirurgiens m'avaient dit non, non, c'est pas adapté avec vos problèmes de santé. Vous allez avoir de lourds handicaps. Vous pouvez pas être infirmière, vous allez souffrir. Et j'ai dit, mais en fait, je ne me vois pas faire autre chose. Parce que tu es déclarée hein, handicapée à 30%. Oui, c'est Tu ça. as la carte d'invalidité. Hein. Ouais, j'ai la carte, ouais, je suis déclarée à 30%. Je suis même en invalidité. Je fais partie des travailleurs handicapés aussi. Et je fais tout pour pas le montrer. J'ai pas envie de le Il montrer. n'y a rien qui se voit. Non, je sais, mais par contre, moi, je le ressens. Mais Tu le sens dans ton corps? Oui, et j'ai des douleurs là, mais j'ai pas envie de me plaindre. Je C'est- vis avec. C'est-à-dire qu'au moment, là, au moment où on converse tous les deux, ton corps te fait souffrir? Ouais, j'ai mal au dos là. J'ai mal au dos. Ce matin, j'avais mal au ventre, mais c'est passé. C'est de la fatigue chronique parce que justement, plus je vais te montrer que je suis normale, plus je vais être fatiguée. Parce que tu luttes. Je lutte, mais pareil, ça, je veux pas montrer que je lutte parce que tout le monde me dit, t'es fatiguée, mais pourtant, t'es vachement hyperactive, quoi. Tu vas de partout. Je dis, ouais, je sais, mais du coup, moi, je peux pas dormir 5 heures par nuit. Hein. Il y en a qui arrivent, hein. Moi, c'est dur. Ça t'a changé en tant que femme? Ça a changé la femme que tu étais en train de devenir? Ouais, j'ai pris un coup de maturité dans la tronche. J'ai aussi, comment t'expliquer, je réfléchis autrement aussi. J'arrive à réfléchir plus profondément sur des situations, à me dire, à me poser plus de questions, comment là je vais y réagir, je peux réagir plus posément à certaines choses, certaines situations. Est-ce que c'est cet accident qui a fait que tu as oscillé un petit peu à des moments avec ton poids? Parce que tu en as beaucoup parlé sur tes réseaux sociaux. Ouais, j'ai jamais eu de problème de poids dans ma vie, j'ai toujours été fine. Mm. Et avec l'accident, j'ai été encore plus fine parce que je suis descendue à 41 kilos pour 1m71 parce que je ne pouvais pas manger, j'avais une sonde, j'ai été nourrie par perfusion, mais ça ne fait pas grossir. Je me dénutrissais et j'ai recommencé à grossir au fur et à mesure. Ça m'a pris 3 ans avant de reprendre un poids normal. Et quand j'ai eu mon poids normal, après, j'ai été stagnée. Mais j'ai eu des problèmes de santé et avant, je maigrissais. Parce que quand j'étais hospitalisée, c'est interdiction de manger parce que c'est des problèmes digestifs. Et là, récemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes d'intolérance aux glucides. Et ça fait que j'ai pris du poids sur le haut de corps.
Et c'était en même temps que le mariage de Mariée au premier regard. J'avais pris 9 kilos en un an. Et je ne comprenais pas parce que j'ai jamais eu de problème, jamais grossi aussi vite. Et de là, j'ai vu mes médecins, j'ai dit c'est bizarre. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait eu quelques soucis parce que je fais des pancréatites et à force, le pancréas, il a bugué. T'en as parlé, t'en parles assez ouvertement, peut-être que t'en as besoin, verbaliser, ça fait du bien. T'as dit, sachez que des commentaires sur le fait que j'ai grossi peuvent toucher, parce que ça fait juste une piqûre de rappel sur le fait que j'ai un problème de santé qui fait que je ne contrôle pas cette prise de poids. Et pourtant, t'as été confronté à des horreurs qui disent, tu as grossi, dommage. Tu le vis comment? Comment tu les accueilles, ces mots? C'est pas facile pour moi parce que c'est vrai que toute ma relation avec Bruno, on m'a souvent dit t'es enceinte. Bon, j'ai été enceinte pendant 1 an et demi du coup. Mais ça me rappelait que c'était pas parce que je mangeais ou quoi, ça me rappelait que c'était parce que j'avais des problèmes de santé et que c'était pas facile à gérer malgré une diététicienne, malgré du sport. Il suffisait que mes prises de sang soient toujours bizarres, compliquées, enfin qu'elles soient pas dans les normes. Ça m'empêchait de maigrir, quoi. Vous avez essayé d'ailleurs d'avoir un enfant avec Bruno pendant que vous étiez ensemble? On en parlait, mais on n'a pas essayé, non. Ouais. Mais on en parlait. Vous en parliez sérieusement? Ouais, on s'était dit qu'à l'été 2023, on essaierait. Ouais. Mais on s'est séparés depuis, donc... Toi, tu avais bien sûr la possibilité sans complication Oui, de... ouais. Les gynécos me disent que je peux avoir des enfants. Après, c'est grossesse patho, la fin de grossesse allongée, césarienne obligatoire. Avant que tu rencontres Bruno dans Mariée au premier regard, il a fallu forcément passer les étapes du casting. Comment ça s'est fait? Qui t'a inscrit? Alors, j'étais persuadée que c'était ma tante qui m'avait inscrite parce qu'elle me faisait souvent des blagues je vais t'inscrire, tu vas faire Mariée au premier regard. Et en fait, c'est une casteuse qui m'a parlé, enfin qui a vu des TikTok infirmières. Je faisais des TikTok infirmières pendant le Covid, assez rigolo. Et elle a vu mon TikTok et elle a fini par trouver mon compte Instagram qui était privé. Elle m'a ajoutée. Et moi, je pensais que c'était une fille hyper nature. Enfin, je me suis dit, c'est peut-être une copine à ma sœur, parce que souvent, les anciennes copines de ma sœur m'ajoutent et me parlent après pour se confier de ce qu'elles ont pu vivre avec ma sœur dans leur amitié et tout. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une copine à elle. Et finalement, elle m'a expliqué que c'était une casteuse et que mon profil était intéressant pour Mariée au premier regard par rapport à ce qui manquait dans leur casting. Qu'est-ce qui les intéressait dans ton profil? Est-ce qu'ils connaissaient ton histoire? Oui, dû à un TikTok où j'avais parlé de mon histoire, mais ils cherchaient peut-être un peu plus jeune parce que la sélection peut-être était autour de 35-34 et ils cherchaient plus jeune en dessous de 30 ans. Moi j'avais 28, qui est peut-être une blonde, je sais pas trop ce qu'ils cherchaient vraiment, mais ouais avec mon accident je pense que c'était assez attractif aussi pour eux. Qu'est-ce qui t'a séduite, toi, pour pouvoir dire oui, pour participer à cette émission? Ça faisait 2 ans que j'étais célibataire et avec le Covid, moi, les sites de rencontres, j'aime pas ça. Je préfère rencontrer en vrai. Et comme je sortais plus trop, que je travaillais, je rencontrais pas. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir quelqu'un qui me correspond. Je dis ce que je veux et on me le présente. Tandis que quelqu'un sur Internet qui va se vendre, moi je suis comme ci, je suis comme ça, là c'est quelqu'un qui va dire dans les tests comment il est naturellement, sans penser à moi, sans vouloir me draguer, sans vouloir me dire moi je suis comme ça, je me vends. Et je me suis dit, j'ai cru au test en fait. J'ai cru au test de compatibilité. Pourquoi tu dis j'ai cru au test? Ça veut dire que tu n'y crois plus? Aujourd'hui, c'est ça que je dois entendre? Bah, aujourd'hui, je me pose la question sur l'honnêteté des personnes qui remplissent les tests. D'accord. C'est pas que je crois pas au test, puisque moi j'ai été honnête, j'ai dit qui j'étais, mais je pense que certaines personnes, attention, je parle pas de mon ex, je pense que des fois les gens ne se connaissent pas assez et pensent être une personne qui ne sont pas. Donc ne se connaissent pas assez eux-mêmes. Ouais. Je pense que des donc fois, si s'idéalisent. ça ne marche pas, Mariée au premier regard, je pense que c'est les personnes qui pensent être une personne, ils ont rempli quelque chose sur le test, mais c'est pas ce qu'ils sont vraiment. Parce que pour le coup, vous êtes annoncé comme ayant 83%, Mhm. Bruno et toi, de compatibilité Ouais. amoureuse. Au début, je le pensais fort. Et aujourd'hui, tu le penses plus? Non, Aujourd'hui, tu dirais combien de pourcentage de compatibilité avec Bruno? 10. 10%. Ah ouais, vraiment. Quelles étaient vos incompatibilités? Il était beaucoup plus hyperactif que moi. Je sais pas quoi te dire. Je vais pas. En fait, je suis pas là pour le détruire, mais l'honnêteté, je suis plus honnête que lui. Je sais pas quoi te dire en fait, Sam, pour le coup.
T'es jalouse? Un petit peu, mais moins que lui, je pense. Parce que t'as dit qu'il se montrait jaloux, hein. Il se montrait jaloux, ouais, c'est vrai. Ça se manifestait comment? Il n'avait pas confiance en moi. Pourquoi? Et je sais pas. Je sais pas, surtout qu'en plus, j'étais vraiment là, il pouvait rien me reprocher. Je l'ai jamais trahi, contrairement à lui. Mais il avait rien à me reprocher, clairement. Et il doutait de moi. Et c'est dommage. C'est dommage parce que s'il y avait bien un truc qu'il y avait à pas faire, c'était douter. Fallait pas douter de moi. Parce que j'ai été vraiment clean avec lui. Quand tu dis contrairement à lui, ça veut dire que lui ne t'a pas été fidèle, c'est ça? Non, il n'a pas été fidèle avec moi. C'est dommage. Plus d'une fois? Plus d'une fois, oui. Pendant votre relation? Ouais. Pendant Combien de notre fois? relation. 4 fois. 4 fois? 4 personnes différentes. Rapidement? Je crois qu'il y en a 2 qui étaient rapidement, ou peut-être 3, et une, c'était sur un petit long terme. Quand tu 6 mois, je crois. Quand tu dis rapidement, tu parles de relations qui étaient entretenues sur une durée longue pendant qu'il était en couple avec toi? Ouais. Ou alors il t'a trompé rapidement? Je pense qu'il m'a trompée rapidement avec 2 femmes. Et après, il avait une relation qu'il a entretenue avec 2 autres femmes. Toi, t'avais confiance? Alors, j'avais confiance en lui jusqu'à ce que je commence à douter. L'été, juste avant nos 1 an, de certaines nanas, je les sentais pas. Je les sentais pas, j'avais des pressentiments. Leur manière de me regarder, et finalement, c'est des filles où leurs prénoms sont revenus après, quoi. Donc, mes intuitions étaient bonnes. Des filles de ton entourage, de votre cercle? Alors moi, je les connaissais pas personnellement, mais Bruno a fait en sorte que je leur dise bonjour et que je sache comment elles s'appelaient. Pour quelle raison? Je sais pas, pour pas que j'en doute, Tu penses? sûrement. Tu trouves ça pire? Je trouve ça malsain. Pourquoi malsain? Parce que je leur dis bonjour, quoi. Je leur dis bonjour, mais je leur ai dit bonjour avant que ça se passe. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que, vu ce que j'ai... En fait, il a eu une relation avec une femme de décembre à avril, mais moi, la fois où je lui ai dit bonjour, ça s'était pas encore passé entre eux. Il t'aimait? Je pense que Bruno, ouais, il m'aimait. On peut aimer et entretenir des relations physiques avec d'autres personnes et relations physiques de quelques semaines ou quelques mois? Moi, personnellement, je peux pas faire ça. Mais peut-être que lui, il peut. C'est pour ça que je te dis que là, l'incompatibilité, elle est aussi là, sur la façon d'aimer. T'avais eu des red flags Ouais, j'ai eu des red flags. pendant le tournage de Mariés? Du tout. En fait, j'étais en train de faire une interview pour une femme qui a un podcast pour donner espoir à des femmes, leur donner confiance. Et en fait, quand je fais l'interview, elle me dit il faudrait une autre bande-son au cas où il y a un bug. Donc, est-ce que tu peux enregistrer une bande-son avec un autre ordinateur? Donc, de là, je demande l'ordinateur à Bruno. Donc, lui, il était en train de dormir dans la chambre. Donc, il me dit ok. Je prends son ordinateur. Et là, j'allume dictaphone là, sur son ordinateur. Et je vois 3 audios avec l'adresse où on habite et des horaires où je suis là. Je me dis qu'est-ce que c'est? Je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on a enregistré? Je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, je verrai ça après. Je fais mon interview tranquille, je finis mon interview et là, je me dis, je vais les lancer parce que je ne comprends pas ce que c'est. Je me dis, quand même, Bruno, il fait toujours attention à ce qu'il a dans son téléphone, tout ce qui sert à rien, il supprime. Et donc, j'écoute et là, je tombe sur des audios de moi mise sur écoute. Donc, ça démarre en mode, il y a Bruno qui me dit, je vais sortir les poubelles, par exemple. J'entends un fouillis, comme si qu'il place le téléphone. Et on entend Bruno qui part. Et moi, pendant un quart d'heure, en train de faire la vaisselle, en train de regarder la télé, de bouger dans l'appartement. Donc des moments insignifiants. Ouais, et j'ai su où était placé le téléphone parce qu'en fait, dans l'appartement, il y a un pchit qui fait du sambon. Et en fait, c'était vachement près du micro du téléphone. Pchit, pchit, ça faisait ça. Et ce pchit était au-dessus du frigo. Et là, quand j'écoute, je regarde le frigo, je fais mais non, il n'a pas fait ça. Mais quel était l'intérêt, quel aurait été l'intérêt de faire ça? Et bien justement, un jour, je lui ai dit, t'as des audios, tu m'as mis sur écoute. Ah, et tu lui as dit? Je lui ai dit. Et il m'a dit, bah ouais, je t'ai mis sur écoute parce que j'avais clairement des doutes sur toi, j'avais pas confiance en toi, je doutais de toi. Mais qu'est-ce que tu aurais fait pendant ce temps où il sortait les poubelles? Et un appel à un amant ou parler sur sa tronche à mes copines. Il avait peur que je parle de lui
à mes copines. Il ne voulait pas que je parle de lui. Est-ce qu'il est déjà tombé sur des conversations ou des actions qui auraient pu l'énerver de ce type-là? Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il m'a mis sur écoute. Il est tombé sur des messages avec ma meilleure amie, où je dis à ma meilleure amie, ah ben on s'est disputé, qu'est-ce que je peux faire, machin. Et j'avais envoyé aussi un message, on s'était disputé avec Bruno. Et j'avais dit à Cindy, bah Bruno, je crois qu'il va me quitter, il y a une place à Zanzibar. Parce qu'on devait partir à Zanzibar. Et ça, mais ça, il me l'a reproché. Il est tombé sur ces messages-là. Il m'a mais tellement engueulé d'avoir dit ça. Il me l'a même reproché quand on a rompu ensemble encore au mois d'avril. Il m'a dit, tu te rends compte, t'as dit, il y a une place à Zanzibar à Cindy. Il me disait ça. Et il est tombé aussi sur des messages avec ma voisine. Un jour, il a fouillé dans ma montre connectée. J'étais en sortie avec ma voisine et il m'a demandé le code de ma montre. Et il m'a dit comme excuse, ma montre sonne. Je dis à ma copine, t'as ce genre de montre toi? Elle me dit oui, je connais un peu, mais je dis ça sonne que quand c'est au poignet, ça sonne pas quand c'est pas au poignet. Elle me dit bah oui, il me semble. Je dis bah c'est bizarre. Je lui ai donné mon code parce que j'ai rien à cacher. Donc je lui donne mon code et en fait il tombe sur la conversation du coup de Zanzibar. Et après le lendemain, je vais faire une prise de sang et je dis à ma copine avec qui je lui pose les questions sur la montre, je lui dis écoute, il a fouillé dans ma montre. Et en fait quand je lui ai dit ça, au moment où je lui ai dit ça, quand j'étais partie faire ma prise de sang, il était encore sur ma montre. Et du coup, instantanément, il voyait les messages que j'envoyais. Et là, quand je suis rentrée, il m'a encore engueulée comme jamais en disant « Ouais, tu parles à la voisine, tu lui dis des trucs sur moi, comment elle va me regarder maintenant? Tu lui partages nos disputes, t'as pas à faire ça et tout. » J'étais vraiment... franchement, je me sentais en prison. J'étais angoissée tout le temps. Et pourquoi je t'ai entendu dire que selon toi, tu penses que tout ça a été fait pour te quitter? J'avais l'impression qu'en fait, il voulait me pousser à bout pour que je le quitte. Ah, C'est mon ressenti. Mon ressenti, c'est que j'avais l'impression, je lui disais, mais tu veux quoi en fait, que je te quitte? Parce que j'avais l'impression qu'il n'avait pas l'audace de le faire, de me quitter. et pendant tout ce temps, pendant que des messages sont enregistrés, etc., qu'il y a ces fouilles, qu'il y a les enregistrements, comme tu l'expliques, est-ce que tu penses qu'il développait aussi des relations extra-conjugales? Et bien justement, à ce moment-là, j'ai appris pour la première fois, au mois de novembre l'année dernière, donc il y a un an, j'ai appris pour la première fois que Bruno m'avait trompée. Et de là, du coup, bah, il se sent mal. Et il fait comme s'il avait une grippe auprès de son travail, de sa famille. Et il s'est mis au lit. Et il s'est mis à déprimer. Et là, bah, je lui ai dit, mais tu vas pas rester en chien de fusil comme ça toute une semaine, quoi. C'est à moi d'être dans le lit en chien de fusil, quoi. Et en fait, il s'en est voulu. Il était mal. Et je lui ai dit, écoute, on va essayer d'avancer quand même, quoi, pour ta famille, ma famille, pour notre mariage. Donc tu étais Et prête à pardonner? ouais, je lui ai dit, tu m'aimes ou pas? Et il m'a dit, mais oui, je t'aime. Et je lui ai dit, bah, moi aussi, je t'aime. Alors, ça m'était jamais arrivé, en fait. Donc, j'ai dit, écoute, je t'aime, je vais te laisser une chance, mais j'oublierai pas. Mais on va essayer d'avancer. Et du coup, il me dit, ah oui, t'es sûre et tout machin. Donc, on essaye de repartir sur des bonnes bases. On part en voyage à Zanzibar. Le voyage se passe merveilleusement bien. Ça se passe super bien. Et retour de Zanzibar, se passe Noël. Et là, je recommence à avoir un Bruno distant, un Bruno qui parle mal. Et là, je commence à douter, encore une fois. Mais j'avais pas les preuves, j'avais pas de preuves. Je peux pas te dire, je disais, mais tu me retrompes. Il me disait, non, t'es tarée, t'es folle, je te trompe pas. Mais j'avais le doute sur une personne. Et après, une fois qu'on s'est séparés, j'ai su un mois plus tard que mes doutes étaient vrais sur la personne sur laquelle je doutais. Et après, j'ai su pour les deux autres femmes. Vous êtes en voyage au Maroc quand vous vous séparez définitivement? Ouais, en gros, je lui avais organisé un anniversaire surprise. J'ai fait venir tous ses amis pour une soirée et de là, je lui offre des billets d'avion pour Marrakech. Donc, j'ai prévu tout un planning. On part à Marrakech sur le 13 avril, un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, à Marrakech, ça se passe super mal. J'ai un Bruno qui ne profite pas du voyage romantique. J'ai un Bruno qui est pas le Bruno que j'aime, mais vraiment pas. Hein. C'est un Bruno que j'aime pas, qui est tout le temps sur son téléphone. Je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, bah, peut-être qu'il m'aime plus. Hein. De toute façon, moi, il m'a trompée, il est relou avec moi, donc je m'éteins. Hein. Forcément, je suis plus du tout fun à ce moment-là.
Donc je me dis, je peux comprendre qu'il m'aime de moins en moins, puisque moi aussi, je l'aime de moins en moins. Là, pour le coup, on s'éteint tous les deux, donc il n'y a plus de passion, là, pour le coup. Et à un moment, je craque. Je lui dis, t'en as pas marre d'être sur ton téléphone, là, t'es en voyage à Marrakech, t'es tout le temps sur ton téléphone. En plus, du coup, j'ai su à qui il parlait, vraiment. Et parce que du coup, il me mentait, il me disait qu'il parlait à ses potes, mais j'ai su après avec qui il parlait. Et de là, il me gueule dessus. Toujours il renversait la situation, toujours moi de ma faute. Donc genre, t'aurais pas dû dire ça. Ouais, toujours c'est moi qui dois culpabiliser, toujours c'est moi de ma faute, c'est toujours moi qui fait les erreurs. Et là, en fait, on arrive au riad, je supporte plus comment il me parle. Je peux plus, j'ai plus de patience. Et de là, je lui dis, écoute, si tu veux sauver notre mariage, il faut que tu changes. Et là, il m'a dit, je vais pas changer, je vois pas ce qu'il faut que je change. J'ai dit, on peut pas sauver le mariage. Il m'a dit, alors on sauve pas le mariage. J'ai dit, d'accord, alors dans ce cas-là, terminé. Et là, t'as compris que c'était vraiment un point final? Ouais. Là, j'ai pleuré. Je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai pleuré comme jamais parce que j'ai pleuré. C'était des pleurs où j'ai pleuré parce que c'était vraiment terminé. Oui, t'avais compris que c'était pas une énième dispute. Ouais, là, j'avais du mal à respirer. J'étais en mode le calvaire, ça y est, ça va pas. Le mariage, d'ailleurs, vous avez pu divorcer? C'est en cours. On n'est toujours pas divorcés. Donc, on a demandé le divorce au mois de mai. On m'a envoyé des papiers sur la déclaration sur l'honneur au mois de septembre que j'ai rempli. Ils vous aident M6 dans un cas comme celui-là? Ouais, ils nous ont attribué nos avocats. Moi, au début, je voulais mon propre avocat et finalement, j'avais mon avocat et j'ai discuté avec l'avocate qui a été commis d'office mandatée par M6. Et finalement, ça va, j'ai eu des liens assez corrects avec elle. Donc, je me suis dit, bon, je vais continuer avec elle. Parce qu'à la base, je voulais faire un divorce pour faute. Ouais. Ah d'accord. Ah ouais. Mais parce que moi, je pensais que quand vous vous mariez au premier regard, en cas de divorce, le divorce est facile et facilité. Mais en l'occurrence, vous pouvez vous faire des reproches pendant ce divorce comme Oui. un divorce tout à fait normal. Oui. C'est-à-dire que je dois entendre que vous pouvez même vous demander des dommages et intérêts, vous pouvez demander des choses à l'un ou à l'autre. Oui, parce que en fait, avec la première avocate, on a fait des recherches. Même si le mariage est sur les papiers en Angleterre, en fait, aux yeux de l'Angleterre, j'aurais pu faire un divorce pour faute avec notre mariage anglais. Donc elle a fait ses recherches et elle m'a dit que c'était possible. Mais c'est pas anodin de participer quand même, de se marier quand même à la télé, hein, en vrai. Ouais. Tu t'en es rendu compte, hein? Oui, vraiment. Vraiment. Après, j'ai eu un beau mariage. Franchement, je te jure, je regrette pas. C'était magnifique. Ah oui. C'était magnifique et j'oublierai jamais. C'est juste le final en fait qui s'est mal passé, mais au début c'était bien. Au moment où tu demandes le divorce, c'est difficile, tu l'aimes encore? Non, j'en apprends tous les jours en fait sur lui. J'apprends des trucs, mais attends, mais j'étais jamais tranquille. Hein. J'essayais de faire mon deuil et tous les jours j'apprenais des choses qu'il avait pu me faire, des choses qu'il était en train de faire. Ouais, c'était dur, je te jure, j'en étais malade. Mes parents, ils m'ont vue dans un état. J'ai broyé du noir au mois de mai. Hein. J'étais pas bien. Hein. Parce que c'est quoi? C'est au mois d'avril qu'il officialise sa relation avec une autre participante de ta saison de Mariée au premier regard, Jennifer? C'est au mois de juillet qu'il officialise. Moi, j'ai rompu au mois d'avril et il a officialisé 2 mois après. Vous rompez en avril. En mai, vous faites les démarches pour le divorce. Ouais. Hein? Ouais, j'apprends des choses. T'apprends des choses. 2 mois après, au mois de juillet, t'apprends qu'il se met en couple avec Jennifer de Mariée au premier regard saison 6, donc ta saison. Ouais. Jennifer qui, elle, était mariée à Eddie. C'est ça, ouais. C'est bien ça. Et tu t'entendais bien avec Jennifer? Oui, je m'entendais bien avec elle. Je l'aimais bien, ouais. C'était une copine ou tu l'aimais bien simplement? C'est pas qu'on était copines parce qu'on se voyait jamais. On s'était vu une fois, mais on avait eu des échanges avec quand même le petit bisou, le petit smiley bisou, des cœurs. Moi, quand je remonte sur mon WhatsApp, là, si tu veux, je te montre, il y a des cœurs de Jennifer. Ou encore dans mes anciennes photos, il y a des cœurs de Jennifer. D'ailleurs, les abonnés, des fois, commentent et rigolent en ce moment parce qu'ils voient que Jennifer me mettait des cœurs, alors que dans une interview, elle a dit qu'on n'était pas copines et qu'on ne se connaissait pas plus que ça. Et elle avait même confié, son papa avait été malade, elle s'était confiée à moi. Elle devait venir me voir au mois d'avril. Donc ouais, moi, en tant que fille naïve, j'ai cru que c'était une fille où on s'appréciait mutuellement. Mais vous vous étiez déjà vu pendant que toi, tu étais avec Bruno? Oui, à The Reunion sur Paris. Et on s'était vraiment bien apprécié, ouais. On s'était apprécié. C'est-à-dire qu'elle t'a vu en couple avec Bruno? Ouais, elle m'a vu en couple avec Bruno. On avait même déconné ensemble. On avait pris des selfies toutes les deux et tout. T'avais l'impression que Bruno lui plaisait? Que Bruno plaisait, Non, j'ai pas remarqué ça. Non, j'ai pas remarqué.
J'ai pas remarqué. J'avais juste compris que, en gros, que Eddie n'était pas son style. Voilà. Et à quel moment tu décides d'envoyer des messages à Jennifer? C'est ce que j'ai lu sur Instagram, parce qu'apparemment il y a des abonnés qui t'auraient alerté, qui t'auraient dit ah il y a comme un truc bizarre qui se trame. Ouais. Et j'ai cru lire que toi tu lui envoies un message pour essayer d'avoir son retour. Alors, je lui envoie un premier message parce que je vois qu'elle est sur la Côte d'Azur et je me dis, bah, je l'aime bien, j'ai envie de la voir. Donc de là, je lui envoie un message et je lui dis, coucou ma belle, oh, j'ai vu que tu étais sur la Côte d'Azur, tu as vu Bruno et Karine. Bah écoute, même si je suis plus avec Bruno et Karine, si tu as un moment, on peut se voir nous toutes les deux, boire un café ensemble. Mais vraiment, en toute amitié, enfin, c'était hyper sympa quoi, mon message. Et de là, elle me dit, coucou, désolée, trop occupée. Donc elle m'a un peu nexté. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, moi je passe, hein, je me prends pas la tête. Et j'avais des abonnés après qui m'ont donné des rumeurs, ils sont vachement proches et tout. Et donc je lui envoie une conversation d'un abonné, je dis regarde, il y a des rumeurs, mort de rire. J'envoie ça, et là, mais j'ai pas compris. Et là, elle me dit et donc, je te dois quelque chose. Et puis si c'était vrai, je crois que je te dois rien. Et puis d'ailleurs, le Mabel, tu m'appelles pas Mabel, on n'est pas potes. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas compris l'agressivité comme ça, je lui avais rien fait de mal. Et j'étais outrée, quoi. Je me suis dit, ça, c'est une fille qui a quelque chose à se reprocher. Comme la première fille avec qui Bruno m'a trompée, j'étais venue lui parler, c'était la même réaction. C'est là que tu commences à lire entre les lignes? Ou t'es Ouais. encore naïve? Non, là, je vois que je me dis, il y a un rapprochement. Je sais pas si c'est du couple ou si c'est juste de l'amusement, mais je me dis, il y a un truc. Il y a un truc, mais je pensais pas que c'était couple. Je pensais pas que c'était quelque chose de sérieux. Je pensais que c'était de l'amusement. Puisque Bruno aime s'amuser, j'ai cru que c'était de l'amusement. Et elle m'avait quand même dit, quoi qu'il en soit, s'il se passe quelque chose avec Bruno, tu en seras la première informée. Donc ça, je te cite mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Je pars en Corse avec mes amis. Et donc là, je fais mes courses d'un coup, j'ai mon téléphone qui sonne. Ding, 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 ding. Tout le monde m'envoie un article de Jennifer disant qu'elle officialise sa relation avec Bruno. Et elle dit aussi dans cet article qu'on n'a jamais été copines, qu'on se connaît pas, qu'on se parle pas. Dis donc, alors déjà, il y a un mensonge sur nous deux. Et là, je me dis, mais en fait, tout le monde sait depuis 1 heure. Moi, je l'apprends de gens, en fait. Mais le respect, en fait, il n'y est pas là. Moi, j'aurais voulu que ce soit un peu plus respectueux. T'as envoyé un message? Ouais, mais j'ai pas été sympa. T'as dit quoi? Je l'ai insulté. Ok. Je le dis honnêtement, ouais, je l'ai insulté, mais je l'ai insulté en face, en lui parlant à elle, sur son compte Instagram ou sur WhatsApp, je sais plus, mais je lui ai parlé directement. Elle te répond? Oui, elle me répond. Je crois qu'elle m'insulte pas, mais elle me répond de manière agressive, mais elle m'insulte pas en retour. De toute façon, moi, j'étais énervée, j'étais blessée, donc ouais, j'ai insulté. Ouais, j'ai peut-être pas pesé les mots sur les insultes, mais après, ça peut se comprendre. Elle est particulière quand même, cette histoire. Ouais. C'est pas, enfin, je crois que dans toutes les saisons de Marié au premier regard, tu me dis si je me trompe, c'est la première fois qu'un couple qui s'est marié, qui a tenu pendant 1 an et demi, qui est en processus de divorce, l'un d'entre eux se met en couple avec une autre participante de la même saison. Ouais, c'est. Ah. Ouais. Tu l'as vécu aussi durement que ça? J'aurais préféré le savoir d'une autre manière. J'aurais préféré que Jennifer ait cette pudeur, cette intelligence, et de me dire, écoute Alicia, je suis mal à l'aise, mais il faut que je te dise, je suis en train de tomber sous le charme de Bruno, donc je suis désolée, mais voilà ce qui se passe. T'aurais pu comprendre? Ouais, j'aurais préféré un message honnête. C'est et humain posé. après tout. Ouais. D'avoir un message coup de cœur posé. pour quelqu'un, parfois ça se contrôle pas. Oui, ça se contrôle pas, mais Bruno, il a le droit, on n'était plus ensemble, donc je me considère pas trompée, il a le droit d'être en couple. Mais la manière dont ça s'est fait, j'ai eu l'impression que c'était très agressif envers moi. Bruno t'a contacté? J'ai demandé à Bruno des explications, mais pareil, hein, il était têtu, ridicule. J'ai même plus les mots pour le décrire, mais il y avait des manières de faire et ils l'ont pas fait de la bonne manière, c'est tout. En fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai lu que Jennifer aurait annoncé avoir porté plainte contre toi? Ah oui, alors là, ça ma plus grande surprise. Cet été, j'ai la police qui m'appelle, qui me parle d'une plainte. Et je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est la plainte? Donc c'est incitation à la haine, harcèlement moral et injure. Donc je me dis, injure, je dis à la police, ouais, injure, ouais, c'est vrai, je l'ai injurié. Je vous dis la vérité. En message privé? Ouais, il n'y a pas de souci. Écoutez, quand vous voulez me recevoir, recevez-moi, je vous donne mon téléphone. Ok. Franchement. Alors, injurier, tu dis oui.
Injurié, ouais, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. J'ai même dit à la police, effectivement, je l'ai traité de pute. Je mettrai un bip sur ce mot-là. Mais effectivement, ouais. Et j'ai dit à la police, je vais aller en prison pour ça. Ils m'ont dit, bah non, mais on va mener notre enquête, on revient vers vous et on vous recevra, vous allez être entendu. Quels sont les 2 autres faits, rappelle-moi, de la plainte? Incitation à la haine. Incitation à la haine, est-ce que tu en as su plus? Bah non, j'en ai pas su plus que ça, pour le moment. Et l'autre fait, ce serait quoi? Harcèlement? Harcèlement. Alors, je lui parlais pas du tout. Moi, au moment de l'appel de la police, son compte était... Je l'avais bloqué, quoi. Je voulais rien voir de sa vie. Et je me dis, de toute façon, ils feront ce qu'ils ont à faire. Je suis sûre que je finirai pas en prison et que je payerai pas d'amende. Ils m'entendront. Et puis basta, j'ai pas eu peur, en fait. T'as été entendu? J'ai pas été entendue parce que la police m'a appelée à peu près mi-septembre et m'ont dit qu'ils avaient rien contre moi, qu'effectivement, il y a le message d'injure, mais que, en fait, il n'y a pas d'incitation à la haine de ma part dans tout ce qu'ils ont pu retracer, adresse IP, tout ça, et que les injures et harcèlements, elle a donné en fait apparemment des comptes, des faux comptes, en m'accusant. Comme quoi c'est moi qui... C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui se faisaient passer pour toi ou des comptes qui n'avaient rien à voir avec toi? Alors je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ces conversations, mais des insultes de comptes, de faux comptes. Et peut-être qu'elle était persuadée que c'est moi, sauf que j'ai pas de faux comptes. Bon, la police a pu le voir, je pense. Et après, il m'a donné une liste par téléphone. Il m'a dit, vous connaissez un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Donc il me donne des listes. Je suppose peut-être des personnes qui possèdent ces comptes, faux comptes, mais je les connaissais pas. Pour le coup, il me sortait des noms, prénoms que je ne savais pas qui c'était. Et donc rien à voir avec les adresses IP, ils ont mené leur enquête, etc. Ouais, et il m'a dit, clairement, je ne vais pas vous recevoir, je vais classer sans suite. Voilà. D'accord. Donc Ouais. ça a été classé sans suite. Ouais, ça a été classé Le fin mot sans de l'histoire de suite. cette plainte. J'ai pas été reçue, ouais. Ok. Là, tu as peur, par exemple, aujourd'hui, de t'exprimer. Bon, après, c'est vrai que vous avez participé à une émission publique, diffusée sur une chaîne nationale, à grande échelle, où vous êtes tous exposés, en tout cas, les personnes dont tu parles, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu estimes que c'est légitime, ce droit de parole? Aujourd'hui, tu en as besoin? Ouais, en fait, je vais pas me taire. J'ai pas envie d'être celle qui suis la victime. Parce qu'en plus, je me fais trahir. Et en plus, j'apprends ça de manière agressive. Ouais, j'ai le droit de parler, en fait. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je ressens. Je suis humaine, j'ai des sentiments. Je ressens, j'ai des émotions. Donc, moi, cet été, j'étais énervée. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi. Et il y a pas de souci. Ils ont reçu tellement de têtes d'insultes et de haine qu'ils ont tout mélangé. Et je pense qu'ils ont tout accroché avec moi, en fait. Mais s'ils ont eu de la haine de la part d'Instagram, il fallait pas mélanger avec moi. Parce que moi, j'y étais pour rien. J'y étais pour rien du tout, même. À ce moment-là, il fallait juste faire la part des choses. Et ils ont tout mélangé. Moi, c'est ce que je pense. Eux, ils auront leur propre avis, mais j'ai le droit aussi d'avoir mon avis, c'est tout. Aujourd'hui, la colère, elle est partie de ton côté? Complètement. En fait, plus je suis éloignée de ça, Sam, mieux je me porte. Et j'ai même découvert que je n'angoissais plus, que je suis bien dans ma vie, je souris. Et j'ai même mes copines qui m'ont dit qu'elles m'avaient retrouvée. Parce que quand j'étais avec Bruno, elles m'ont dit qu'elles ne me reconnaissaient pas, que j'étais éteinte. Donc, quand tu apprends, là, il y a quelques jours, je ne sais pas si tu l'as vu, mais que Bruno avait annoncé, enfin, qu'il disait vouloir se marier, avoir des enfants avec Jennifer, ça ne te fait pas souffrir? S'il a trouvé la femme qu'il lui faut, c'est très bien. Mais c'est pas moi la femme qu'il lui faut. Donc s'il a trouvé, c'est très bien. Il peut se marier, hein. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne vais pas lui interdire, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. S'ils sont heureux, c'est très bien. Moi, je dis juste la manière de faire n'était pas la bonne au début. C'est tout. Et de ton côté, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout de la même façon? Tu referais marier au premier regard? Tu te remarierais avec Bruno? Non. Non? Non. J'ai souffert. J'ai beaucoup trop souffert. Si on m'avait dit que je tomberais sur une personne comme ça, je serais partie en courant. J'aurais pas fait l'émission. Je la regrette pas aujourd'hui, mais je serais partie en courant si on m'avait prévenu. Mais on pouvait pas savoir. Non, ce serait trop facile. Ce serait trop si facile. on pouvait prédire de cette façon-là l'avenir. Tu as utilisé la musique aussi comme exutoire. Ouais. Alors j'avais déjà la musique comme exutoire. J'aimais chanter avant mon accident de voiture. Et quand j'ai eu l'accident de voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aurais regretté si tu n'étais plus là? Prendre des cours de chant. Donc j'ai pris des cours de chant et ça a été mon exutoire après mon accident pour me permettre de m'exprimer autrement que par la parole. Donc c'est vrai, je chante beaucoup de chansons tristes, mais il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion et ça plaît beaucoup. Et en fait, il y a un producteur qui m'a tendu la main
pour faire une chanson en hommage à ma sœur. Et je lui ai dit, ah ouais, je vais le faire pour ma sœur. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je me suis dit, ça passe ou ça casse, mais au moins j'aurais fait ma chanson et moi je suis fière de moi. Et cette chanson n'est pas forcément mon style musical, c'est pas forcément ce que je chante. Moi, c'est plus Richard Cosciante, Le coup de soleil, Toi et moi de Guillaume Grand, ce genre de choses. Là, c'est une chanson quand même qu'envoie, le refrain, il l'envoie. Donc, je l'ai bien travaillé. Mais c'est vrai que moi, mes performances vocales, vu que j'étais intubée, j'ai des problèmes de respi, c'est plus une rythmique un peu plus lente. Mais j'ai tout donné, j'ai vraiment travaillé pour cette musique. Eh ben, je te souhaite de continuer de t'épanouir au niveau personnel, dans ta vie, dans tes Merci. projets, également professionnels. Et je te remercie pour cette interview, Merci pour à ces toi, confidences auprès de ma communauté et de moi-même, Alicia. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Alicia Maheoff. Maheoff. Alicia Maheoff. Alicia Maheoff, en fait, tout simplement. Merci Alicia. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre mesure aussi dans les commentaires. Voilà, c'est important. Là, c'est le témoignage d'Alicia. C'est sa vérité, c'est son droit. Oui, et à quelque savoir part. que c'est du passé Oui. et d'être... en fait, dans les commentaires, ouais, si je peux dire quelque chose, j'aimerais important. que... Parce que là, tout ça, c'est fini, c'est derrière moi. Donc, s'il vous plaît, ne critiquez pas Bruno et Jennifer. Je suis quand même gentille de dire ça parce que c'est passé, c'est fini tout ça. Donc, laissez-les et laissez-les vivre et moi, je vis ma vie. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bientôt.